Les relations sociales constituent une perversion des relations humaines. Sombre crétin. Essai critique sur les relations sociales. Par Rémy Dumont. Avertissement. Les lecteurs ayant découvert mes œuvres successives, poésie, théâtre, essais, risquent bien d'être surpris par la tournure et le style de cet essai. À moins qu'ils n'aient lu le scénario du long-métrage Alter Ego dont je suis le co-auteur, et encore mieux vu le film de Tutela Prod, association dont je suis président et dédiée à la création cinématographique. J'entends sur ce point que dans les pages qui vont suivre, l'usage de tournures d'asperges gothiques n'entamant rien mon respect pour les formulations les plus académiques de la langue française, lesquelles, hormis ce détail, seront par ailleurs préservées en l'état dans la mesure du possible. Dans la préface de ma pièce La ligne 0, je postulais avec certitude l'énoncé suivant. La double personnalité, voire les multiples personnalités de l'être, constitue pour ma part un fait incontournable et inéluctable, dont est seule redevable la complexité psychologique de l'humain. Le fait de recourir à deux adjectifs proches et pratiquement synonymes tranche dans l'ordre de cette certitude. Incontournable afin de signifier qu'il n'y a pas d'exception à la matière, et inéluctable afin de spécifier une nature inhérente au genre humain. Il me plaît de réitérer en maintes occasions ce raisonnement fondamental à mes yeux, car il se réfère à un large champ de relations de cause à effet. Une face de ma personnalité, anti-poétique par essence, se manifeste dans nombre de personnages qui m'évoquent le dégoût le plus manifeste. Ou encore s'agit-il d'éclairer un personnage par un jeu en opposition à ma nature première, forçant ainsi cette dernière. C'est dans ce même ordre d'idées que, dans cet essai, certaines embardées triviales portent à son juste niveau la vision critique que j'expose concernant cette hérésie à mon sens majeure qu'énonce bien frauduleusement l'intitulé générique de « Relations sociales ». Le mythe du bonheur. Les bovins élevés dans des conditions correctes, ceux qui vivent dans des fermes rurales et hors de l'élevage industriel, sont néanmoins destinés à être abattus. Il en va de même des troupeaux de moutons paissant dans les alpages. La situation de ces animaux est à bien des égards privilégiée comparée à celle de leurs semblables parqués en des univers concentrationnaires. On dira donc qu'ils sont heureux. Mais le paramètre essentiel sur lequel s'établit ce bonheur n'est autre que l'incapacité pour ces animaux à comprendre ou anticiper leur destin. Il s'agit d'un bonheur parfait de la naissance jusqu'à la mort, car s'appuyant sur une vie saine et équilibrée, une attention particulière portée par l'humain à l'égard de leur bien-être et de leur santé, sous couvert d'une ignorance rassurante. Ces précédentes conditions sont requises afin que l'humain fasse valoir la qualité de la viande, du lait, de la peau que consommeront ou utiliseront ses semblables. Un bon traitement, une mort aménagée avec absence de stress, etc. Le droit au bonheur de tels animaux, dans tous les cas, ouvre la voie à une argumentation commerciale, et on peut ainsi dégager une notion fondamentale aux relations sociales, résidant dans le fait que l'humain, dans le monde où il vit et bien souvent se débat, se doit d'être compétitif. Là encore, c'est une question de vie ou de mort. S'il devient suffisamment compétitif, alors il est heureux à son tour, tout autant que l'étaient du moins les animaux qui furent abattus la veille. Et tant que cet état concurrentiel se maintiendra, cet homme connaîtra le bonheur. Il verra sa famille prospérer dans l'harmonie, sa femme sans doute sera fière et heureuse elle aussi. Ainsi s'écouleront les jours jusqu'à la mort. Cependant, il pourra arriver que tous ces gens braves et heureux de manière similaire éprouvent certaines angoisses, se posent un minimum de questions sur le sens de leur vie. Mais pas de panique. Tout est prévu. Il suffit, pour citer un exemple, d'allumer la télévision.
Les humains sont heureux quand la télévision fonctionne. Mensonges et grands comiques sont là pour faire avaler la bouillie prédigérée des informations précédentes. Les humains sont heureux, et leurs enfants aussi. Si l'on remplace les vocables humains par bovin, télévision par auge, mensonges et grands comiques par éleveur, information par ration, bouillie demeurant quant à lui invariable, on s'aperçoit à quel point la similitude est frappante, laquelle traduit une abolition du recul critique et un asservissement à des repères purement matériels et primaires. Pour conforter cette base essentielle du bonheur, il va de soi que tous les faits et gestes doivent avoir trait en priorité à la pérennité de tous les apports matériels requis pour cette quête insatiable d'équilibre. Afin de garantir l'adhésion de tous, la formation du troupeau est requise. Dans un même ordre d'idées, la puissance d'une nation constitue sans conteste la fondation primordiale du bonheur, à condition que chaque tête soit intimement persuadée que la voie empruntée est la seule digne de légitimité et que toute initiative ou construction de pensée impliquant d'autres buts ne serait que déplacée, inutile, voire contraire à la vie en société. Un troupeau ne peut se mouvoir dans la bonne direction sans conducteur, ainsi qu'une nation ne peut croître sans chef. Une société bien ordonnée se doit en conséquence de désigner une autorité chargée de décider et de penser pour l'ensemble de ses sujets, et toute pensée contraire constituera en conséquence un signe d'associabilité, ce qui, dans le langage entrepreneurial, par exemple, est désigné comme non-adaptabilité. Comme je l'ai énoncé précédemment, la faculté à réfléchir en tant qu'individu n'étant pas une priorité dans la construction d'une société, il va de soi que l'autorité responsable de cette dernière décide et tranche en toutes circonstances, la raison étant son monopole, celui pour lequel le troupeau, enfin la nation, dirais-je, l'a désigné. Le concept de relation sociale occulte l'objectivité en termes de compétences au profit d'une gestion de masse dont les sujets sont répertoriés sous des matricules. En conséquence, les démocraties de tous les temps n'ont jamais réalisé que l'uniformisation de la gestion, du traitement et du comportement des matricules. La promotion du potentiel de chaque individu, de sa liberté individuelle, de l'émergence de sa personnalité et de sa créativité éventuelle ne constitue pas l'apanage d'une démocratie, voire même parfois le contraire. Remettre en question le bien-fondé de l'autorité responsable et lui tourner le dos ne peut être que antidémocratique, car émanant d'un individu ou d'un groupe isolé. Sachez-le bien, les relations sociales sont les vecteurs des codes et des limites institués afin d'imposer du bonheur. Bonheur de première, de deuxième classe, de énième classe, pareil à une voiture neuve, ou bien telle autre d'occasion, de deuxième ou de énième main. Dans tous les cas, toute forme d'idéal, de spiritualité ou de raisonnement critique n'a pas sa place dans l'échelle d'évaluation du bonheur qui est coordonnée aux fondations concurrentielles que perpétuent les relations sociales en qualité de garantes patentées. Seul prime le matériel, et comme il est établi qu'il y a toujours moins heureux que soi, alors au final, tout un chacun se persuade qu'il a effectivement le droit d'être heureux, selon les postulats de nos sacro-saintes démocraties. Bref, tout le monde est content qu'on se le dise et que l'on taise l'inverse. Et s'il arrive que naisse un doute, il est encore salutaire de se rallier à cette pensée qu'il y a moins heureux que soi. Il y a ceux qui n'ont rien, pas même la télévision, pas même ce cadre apprêté et préfabriqué au sein duquel les émotions se sont figées, où les gestes sont devenus robotiques, répétitifs, où les amours se sont assoupis. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car trop réfléchir pourrait compromettre l'intégrité de ce grand vide si tranquillisant de la vie à la mort. La contestation, la volonté de changement, une passion soudaine, tout cela comme huile sur le feu pourrait bien mettre en péril tant de bonheur. Alors à quoi bon ? D'un côté, les bœufs dans leurs fermes ou les moutons dans leurs alpages heureux, de l'autre côté, les mêmes dans l'univers concentrationnaire où sévit l'abattage en série,
Que choisissez-vous? Il n'y a pas d'alternative. Soyez raisonnable. Le bonheur est le produit dont vous avez besoin pour éviter le pire. Vous offrir une vision formatée, rassurante de ce meilleur soumis à la concurrence. Dormir sur vos deux oreilles est le tout premier de vos vœux, et vous voici prêt à autant de sacrifices, indépendamment de votre volonté soumise, aux injonctions portant se faire valoir de la raison pleinement et profondément démocratique. L'ordre veille donc à vous épargner le pire, ce pire que vous redoutez, cette peur de perdre ce bonheur que vous avez acheté et au nom duquel vous vous vendez de la vie à la mort. Le problème de nos jours est que le troupeau semble frappé d'une agitation fébrile, le cadre des nations s'effrite, se fragilise. Voilà pour ma part un signe majeur pointant une faille dans nos systèmes périmés, une fissure dans cet immense bonheur, une remise en question peut-être du prix à payer. Voici que dans cette vaste humanité, l'individu se voit torturé par l'idée qu'il pourrait avoir son mot à dire, et ceci d'une manière bien plus flagrante que lors des précédentes périodes de l'histoire. Mais les relations sociales en termes d'échange et de partage sont modulées par un vocabulaire bien limité et parfois détourné de son sens premier. La rhétorique, chère à Platon, n'est plus qu'un vieux souvenir, et ceux qui y font référence sont d'évidence des troubles faits eu égard aux contingences purement matérielles sur lesquelles se basent et s'érigent fort maladroitement les nations. Le bonheur est bel et bien un produit. Le prix de ce produit, votre soumission ou celle de vos semblables, selon votre attitude ou votre latitude. Un mythe, dites-vous? Seriez-vous asocial? Ma foi, je suis ce que je suis, et je ne vois guère qu'un bras d'honneur pour conclure ce chapitre et marquer cette page du point final qui lui sied, en dépit de cette volonté du ciel dont je reparlerai peut-être, laquelle n'a de cesse, par de honteuses mesures, de vider de son contenu, de son sens et de sa noblesse, la langue que revendique mon écriture et dont je suis un zélé défenseur. L'antimythe de la transgression. Je serai donc asocial. Mais n'allons pas trop vite avec ces conclusions au relent stalinien typiques de certains entretiens dans les sphères où un mot-clé suffit, sous couvert d'un pouvoir en l'occurrence social, pourrait conduire tout individu susceptible de construire et proposer un système cohérent d'idées positives hors des sentiers battus et des chicanes de bénitiers dont les grenouilles ne sont jamais que des égéries en manque d'inspiration, de talent et de recul critique. Le ton est donné. Je conchis toute forme de modélisation, de normalisation de l'humain, et je suis allergique à cette mobilisation générale autour du concept du bonheur. Ce mot à lui seul m'évoque quelques bouillons de 11 heures, une mort imminente de mes sens, un déni de ma liberté essentielle. Ce bonheur esclave, fait de concessions permanentes et stériles, ce sacrifice de l'âme, cette soumission à une idéologie faite de compromission à la « ça me suffit, j'en ai bien assez ainsi », ne peut mener à rien si ce n'est qu'à une inertie impropre à bâtir une société digne de ce nom. La médiocrité, la régression, le conformisme et la soumission constituent des mots qu'il faudra traiter tôt ou tard. Il en va de la survie de l'humanité et de notre planète. Je me contente humblement de prospecter des pistes allant dans ce sens. S'il s'avérait que certains de mes énoncés fassent grincer les dents des aspirants dictateurs ou des défenseurs du peuple convaincus, ces derniers se situant dans la même logique de relations sociales concurrentielles, qu'ils sachent d'entrée que je les emmerde au nom du droit inaliénable relatif à ma liberté d'expression. Joker. Nous y voici. L'heure est venue de battre les cartes et de recomposer les règles d'un jeu bien trop répétitif. Au mythe du bonheur, j'oppose l'antimythe de la transgression. Or, la transgression, tout le monde en rêve en le taisant chaque matin au réveil. Rien de tel pour remonter le moral et se régénérer, mais pas n'importe laquelle. Là, les transgressions qui me viennent à l'esprit se doivent d'être le fait d'individus adultes et responsables et de converger vers la vision positive d'une réelle société.
ce qui va de pair avec l'éradication des relations sociales au profit des relations humaines. Oui, la transgression permanente est le concept clé d'émancipation et d'évolution, bien davantage que ne l'est celui d'insurrection permanente qui renvoie à un phénomène de masse, phénomène encore bien trop social pour être honnête, avec son échelle de responsables de tout poil élu ou autoproclamé, défenseurs de telle ou telle autre cause, promoteurs de telle tendance, dealers de concepts à la mode, contrôleurs et législateurs régentés par quelques lobbies et végétant en un écrin doré de fainéantise, experts en statistiques, j'en passe. J'entends par là qu'une société adulte ne saurait se concevoir sans cette synergie synonyme de renouveau permanent, de remise en question perpétuelle qui, en un partage commun, se conforte et éclate le cœur même des masses, au lieu de fermenter et pourrir dans l'enclos amoindri de ces dernières, enfantant ce communautarisme débilisant et schizophrénique dont par ailleurs est sclérosée la société française. En clair, la transgression renvoie à l'individu là où l'insurrection se nourrit du mouvement et de l'élan des masses. L'insurrection violente témoigne d'un échec, quand bien même ses tenants et ses aboutissants relèvent d'une légitimité relative à une détresse incoercible, une coupe qui déborde. Il est donc impératif de communiquer réellement, comme cela n'a jamais eu lieu à ce jour, et pour cela faut-il encore s'affranchir de tout ce qui, au sein des relations dites sociales, s'érige en termes de maître d'œuvre ou référence en la matière. Il s'agit bien ici d'une transgression, et cette dernière s'avère être la matrice de toutes les transgressions positives s'offrant à l'individu dans les champs du possible. Communiquer avec toute la signification que requiert sur le plan humain cet exercice qui est moteur de survie, puis, par extension, d'évolution et d'épanouissement harmonieux. Citoyen, réveille-toi, élève les yeux de ta soupe, ne sois plus ce spectateur passif. Lève-toi et jette ta télévision à la décharge. Piétine toutes tes ruines ainsi que leurs images. Néglige ton image au profit de ton authenticité. Découvre le langage qui est le tien. Prends le temps et le recul nécessaires afin d'acquérir de la hauteur et du jugement. Sache que tes désirs sont des réalités et qu'entre les failles de cette machine qui régule ton humeur, tes pensées, ton quotidien, se dissimule un chemin qui est le tien. Prépare-toi, entraîne-toi. Ce chemin apparaîtra au terme d'un long travail, mûri dans la plus haute solitude. Que cet horizon de clarté et de liberté, jour après jour, devienne la première dans toutes tes préoccupations. En termes d'attitude, de pensée et de positionnement, la configuration d'un profil tel que décrit précédemment en termes poétiques témoigne d'une flagrante métamorphose coïncidant à une réelle mutation psychologique positive. L'individu, par sa volonté propre, se réapproprie ainsi son autonomie, son intimité et se positionne face aux règles inhérentes aux relations sociales. Il se redéfinit dans la logique d'une lutte intérieure prémonitoire au combat mental qu'il devra livrer au quotidien pour briser les tabous, ouvrir des voies de communication réelles. En fait, ce chemin cité en référence, il l'entrevoit dès lors, le plus difficile se confinant dans l'éventuelle progression à venir. Il est d'ailleurs possible que ce chemin ne connaisse de but réel. En revanche, chaque pas gagné, fût-ce difficilement, constitue une régénération, une plus-value en termes de richesse intérieure et d'accomplissement personnel. Une transgression positive à l'état brut. Une transgression qui remet en question la puérile injonction sociale du vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles et qui amène une réflexion mûre et adulte qui pourrait s'énoncer dans les termes suivants. Vivons ensemble sans spolier le jardin intime de chacun d'entre nous et partageons les meilleurs de nos fruits dans l'espace et les conditions qui nous sied en un commun accord. Dans l'ordre d'idées précédent, me revient à la mémoire l'existence des squats d'artistes qui furent condamnés et détruits au début des années 2000, conformément aux directives ou sous-directives sécuritaires de la Commission européenne, quartier général veillant au maintien des relations sociales et à l'uniformité du bonheur universel. Or, pour les avoir fréquentés, je puis affirmer que cette somme de transgressions fédérait nombre de talents interdits de séjour dans les salons assujettis à ce bonheur sponsorisé
par quelques personnalités frappées d'un cholestérol avancé, revendiquant leur positionnement social de gauche, et une junte de mémères à tricot ne connaissant rien à l'art et à ce titre tranchant toute argumentation sensible et critique par la raison émanant de leur silence et de leur froideur. Bref, ce fut un beau vécu que ces séjours répétés en ces squats d'artistes, grâce auxquels d'ailleurs furent possibles les répétitions de ma pièce intitulée La Ligne Zéro. Ce type d'aventure a donc tourné court. Cet artiste n'avait aucun bonheur à vendre, aucune espèce sonnante et trébuchante pour en acheter, désirait demeurer libre et indépendant. Tout cela était trop contraire aux relations sociales qui stipulent que l'art, pour être éligible, doit servir la cause d'un bonheur, peu importe sa nature, à partir du moment où il profite à une entité donnée, tout en offrant du divertissement. Joindre la galette au somnifère, tel est un des fondamentaux majeurs du politiquement correct. À l'allure d'un tel exemple, le lecteur aura cerné la typologie des transgressions que je l'invite à mettre en œuvre pour sa gouverne. Il n'est point question de tuer ou de voler, mais au contraire de renaître et de communiquer, voire même de réveiller les morts, qui sait. À ce sujet, une provocation intelligente, savamment étudiée et surtout pertinente, par exemple pirater un communiqué du ministère de la Santé sur la prévention de la grippe en y superposant en voix off les statistiques sur la recrudescence des suicides, une provocation donc, joignant l'utile et l'agréable, pourrait contribuer à ce miracle qui, hélas, mais assurément, ne se réalisera pas de mon vivant. Pour conclure sur ce chapitre, je vous propose de répéter 13 fois avant de vous endormir, cela porte bonheur aux esprits critiques et malheur aux imbéciles, cette courte phrase « J'emmerde le politiquement correct ». Le théorème de la lingette hygiénique nettoyante. Voilà, vous êtes manipulé. Ceci, bien entendu, n'est pas un scoop. Je répète, vous êtes manipulé, oui, mais jusqu'à quel point? Voici, les moindres de vos faits et gestes vous trahissent. Vos codes, vos manies, vos rituels, vos idées arrêtées, vos manières, vos chuchotteries, mots inexistants dans le dictionnaire, dommage, vos cachotteries, vos lourdeurs, vos regards prétendument et circonstanciellement distants, vos réponses et votre vocabulaire forcément minimaliste, vos coups de gueule, votre façon de saluer ou de prendre congé, votre sexualité sans écart ni débordement, vos paranoïas de buzzer, vos convictions de bistrot, vos plaintes, vos bâillements, vos soupirs, tout cela et j'en passe, car l'énumération serait bien exhaustive, tout cela, dis-je, jusque dans vos rêves les plus intimes, tout cela tel un implant dans vos cellules, aux périphéries de vos neurones, toute cette merde, pour être franc et précis, vous paralyse, au point que vous ne saurez bientôt plus rien. Et oui, les relations sociales constituent une perversion des relations humaines. Tout ce qui de gré ou de force vous est imposé dans votre environnement et institué par le pouvoir depuis sa cime exécrable ne vise qu'un seul et unique objectif, votre soumission. Et pourtant, vous savez toutes et tous ô combien on se les gèle dans leurs écuries bon chic, bon genre, et à quel point leur basse-cour pue de la gueule. Pour illustrer mon propos, j'ai retenu ce symbole majeur et pertinent en la matière, soit celui de la lingette hygiénique nettoyante. On trouve cette dernière un peu partout ici-bas, dans les lieux publics, sur les sites de travail, et son usage relève d'une pathologie psychiatrique à dominante maniaque. Ce n'est point en vous isolant des microbes que votre organisme s'endurcira, bien au contraire. Non, vous tomberez davantage malade et vous encouragerez de ce fait les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Ces derniers, par ailleurs, seront à même de vous expliquer combien vous avez de la chance de prendre tant et tant de médicaments qui n'existaient pas en d'autres temps, que ces absorptions qui pourraient parfois vous paraître disproportionnées eu égard aux effets secondaires que vous endurez, sont les garantes de la continuité et de la longévité de votre bonheur, que tous ces chercheurs qui préconisent des solutions alternatives ne sont que de dangereux utopistes qu'il convient d'écarter du chemin assurément fiable que nos sociétés préconisent. Pour en revenir à notre sujet,
On peut comparer les relations sociales à un vaste et minutieux réseau de lingettes hygiéniques nettoyantes dont la fonction est de réduire à sa plus simple expression les contacts entre les humains afin d'entretenir la peur des autres, la défiance en de multiples domaines, afin encore de faire perdre les moyens de défense naturelle contre les agressions. Par ce processus qui constitue un des fondamentaux majeurs des relations sociales, sont abolies toute forme de recul et d'analyse critique dans le cours du quotidien. Chaque individu se retrouve ainsi démuni, isolé et inconsciemment asservi. Il ne pourra donc que se plier à tous les dictats qui lui seront imposés. Conjuguer la hausse du chômage, de la précarité avec des lois moralistes et ou liberticides en faisant intervenir tout l'arsenal de lingettes, de relations sociales ainsi définies, et la boucle irrémédiablement se resserre et se referme. Vous n'êtes plus rien, ou du moins plus grand-chose. À défaut d'intégration réelle, naissent et se développent communautarismes et intégrismes. Aujourd'hui pour demain, transgresser les tenants et les aboutissants de cette fatalité par une volonté d'ouvrir une communication humaine avec autrui et votre environnement. Refuser d'être tenu en laisse par tout pouvoir, quelle qu'en soit sa nature, sa couleur ou sa tendance. Cette division qui pervertit les uns et écrase les autres, entretenant peurs et névroses, est contraire à la nature humaine et plus simplement à toute forme de bienséance. Réappropriez-vous votre capacité à réfléchir et à réagir. Au nom de nos libertés, de notre intégrité morale, au nom de la pensée et de l'esprit critique, que tombent en cendres les lingettes sociales hygiéniques. Ni Dieu ni maître, ni ordre moral. Mise en garde. Ne vous avisez pas de faire brûler une lingette hygiénique nettoyante, quand bien même vous en ressentiriez une irrépressible envie. Les vapeurs issues de la combustion des parfums synthétiques qu'elle contient sont particulièrement toxiques et irritantes. De la merde polluante, j'ai personnellement testé. Champ d'action des transgressions. Le désir et la volonté de transgresser un ou plusieurs tabous sont inscrits dans la nature humaine, et ceci depuis la nuit des temps. Ils ne relèvent pas exclusivement et contrairement aux idées reçues d'une opposition à une autorité donnée. Dans ce cas précédent, l'opposition n'est jamais que la résultante d'une donnée factuelle. Pour citer un exemple, un refus de subordination à une autorité donnée peut provenir d'une perte de confiance envers cette dernière qui, par son incompétence et ses décisions, adopte une ligne de conduite négative ou nuisible aux yeux d'une large proportion d'individus. Les démocraties, tout autant que les dictatures, sont impactées par de telles éventualités. Dans tous les cas, ce type de transgression sera ignoré ou réprimé indépendamment du bien fondé qu'elle exprimera et des analyses les plus rigoureuses qui l'auront cautionné. Sur ce point, je rebondis sur mon exposé relatif à l'insurrection et à la transgression. Le défaut de prise en compte et d'écoute des transgressions est porteur à long terme de chaos et de violence. Au bien fondé éventuel d'une transgression, il convient donc d'opposer la schizophrénie d'une autorité en rupture avec ses engagements. Il n'est point question en la matière de juger telle autorité sur les conséquences désastreuses qu'elle peut provoquer, mais plutôt d'incriminer les processus dont les acteurs sont les relations sociales, vues sous l'angle d'un cancer à part entière, affectant l'organisation du système en référence. En effet, quelle autorité soumise à la chape de plomb des responsabilités qui lui sont confiées et des pressions exercées qui vont de pair, se permettrait de devenir la courroie de transmission d'une transgression émanant d'un de ses subordonnés? C'est ainsi que la métaphore des lingettes sociales hygiéniques revêt sa signification la plus évidente. En s'appuyant sur un tel constat, tout un chacun serait enclin à penser que la situation est figée et n'offre aucune issue possible. Les métastases de ce cancer que sont les relations sociales étant omniprésentes au sein des systèmes se référant aux autorités du monde que je qualifierais d'officielles, politique, diplomatie, entités ayant pouvoir de décision en des domaines clés ou spécifiques, etc., il paraît évident que tous ces bastions, pour leur inébranlable, seront les derniers à évoluer dans un sens allant vers l'éradication de cette maladie porteuse d'aliénation et de régression. La seule réserve que je puisse émettre avec certitude se situe dans l'étiolement de la foi et des convictions d'un nombre à nos jours croissant d'acteurs dans de tels domaines.
Nos systèmes, sur ce plan particulier, s'épuisent. C'est indéniable, et voilà un signal fort et encourageant pour l'avenir. D'une certaine manière, le pessimisme vu comme une carence caractérisée de bonheur est une porte ouverte à l'écoute de toutes ces transgressions positives qui, jour après jour, s'affichent plus ouvertement. Il couve une attente, une volonté larvée d'ouverture à une communication réelle, tandis que les vains discours des hautes sphères perdent leur audience et se noient en un grand vide sans écho. Il conviendrait donc de répertorier quelques lieux communs de notre vie quotidienne où la réflexion positive s'avérerait propice aux transgressions salutaires à notre émancipation de tous ces embroglios archaïques contraires à notre authentique nature humaine. On entend dire par les spécialistes dans le domaine de la psychologie que pour prodiguer une éducation saine à nos enfants, nous devons nous montrer vigilants et ne pas reproduire les schémas que nous avons connus ou subis. De la théorie à la pratique se creuse le plus souvent un profond fossé, lequel fossé s'élargit dans notre quotidien à l'ensemble de notre sphère relationnelle. Les transgressions positives posent les fondations de toute révolution à l'échelle humaine. Elles ont pour objet de s'affranchir du joug de nombreuses traditions ou croyances inadéquates avec les désirs, les choix, les orientations et le libre arbitre en matière de décision auxquels tout humain peut prétendre afin de parfaire son bien-être et son épanouissement. Voici, exposés ci-après, des repères fondamentaux inhérents aux relations sociales et qui relèvent de l'urgence en termes de transgression. La morale, concept récurrent depuis l'Antiquité, est une composante des relations sociales parmi les plus toxiques. La notion de bien et de mal est un concept binaire, pavlovien, une manière lourde, malhabile de contourner un problème, d'éviter d'affronter objectivement la réalité. La morale est la source des maux les plus affligeants, allant de la culpabilisation frustrante à la barbarie avérée. L'anarchiste et athée que je suis exècre bien davantage encore la notion de morale que celle de pouvoir. Je lui oppose celle de bon sens. Le bon sens, c'est la vertu que tout individu possède dans la mesure où il est pleinement adulte. S'il est cultivé, c'est encore mieux. Il ne tuera pas, non pas parce que cela est bien ou mal, mais tout simplement parce qu'il respecte la vie, celle des autres, autant que celle qui lui a été donnée. En revanche, si l'opportunité d'une belle orgie de sexe entre personnes consentantes se présente à lui, alors il s'y adonnera avec toute l'ardeur qu'il habite, s'abandonnera désireux de donner le meilleur de lui-même, et ainsi jusqu'au sommeil, voire au coma final, dont la profondeur n'aura d'égal que cette passion qu'il voue à la vie et pour la vie. Que tous ces oiseaux de mauvais augure gravitant dans les hautes sphères ou croupissant dans les bas-fonds, que tous ces coqs déplumés et que toutes ces perruches embourgeoisées qui paieront en pure perte en faveur d'une normalisation de tels ébats fastueux et émouvants, se cantonnent dans leur niche monacale et foutent la paix à tous ces individus vertueux ainsi définis. En d'autres termes, j'adresse ce message à tous les citoyens qui se morfondent dans leur chaumière. Un petit effort, et vous serez récompensé par l'ascension vers les étoiles que vous prodiguera cette vertu qui en vous trop souvent sommeille. Mettez de la dynamite entre vos draps, et sachez qu'il n'est de ciel que celui vers lequel vous guideront de votre vivant tous vos ébats, et plus particulièrement les plus transgressifs et osés. Amen. En d'autres termes, cessez de ruminer et larguer les amarres, éteignez la télévision et faites l'amour sans lingette, avec préservatif si requis. Quant à vous autres célibataires, entre vie et trépas, effeuillez autant de fleurs qu'il vous sera possible en ce jardin sans Éden qu'est notre terre, et où les pommes sont si bonnes à croquer. Et vous autres damoiselles, sachez bien que vous n'avez qu'une vie et que les fleurs sont éphémères. C'est tout le bien mal que je souhaite aux citoyens et citoyennes vertueux et aux libres penseurs, par-delà les limites et les normes établies à la mort moelle-neu. Sur toutes ces questions relatives à la sexualité, j'invite le lecteur à découvrir mon essai intitulé « Sexe, amour et liberté ». J'y explique comment l'on peut donner le bâton pour se faire battre par les faiseurs de normes en posant des limites d'ordre moral en ce domaine. Comment sont ainsi encouragées de façon manifeste toutes les dérives fruits de la culture de névrose que nous imposent les relations sociales.
Quant aux polémiques débats pouvant graviter autour de la question de la prostitution, force est de constater que le carcan des relations sociales s'avère en conséquence logique le pilier et le moteur de cette activité. Pour conclure sur ce point relatif aux effets nocifs de la morale, cette dernière devrait être bannie de toute forme d'éducation. La morale, outre son ascendant infantilisant et son pendant la culpabilisation, sont les outils préférés des stratèges confortant par leur usage intensif les assises de leur pouvoir, ce dernier fût-il caduc et frappé de la plus flagrante des malhonnêtetés. La morale va de pair en nos sociétés avec l'usure des harcèlements quotidiens et elle se doit d'être rejetée sous le motif qu'elle représente la plus haute des désinvoltures susceptibles d'être proférées à l'égard de tout humain. Les filtres culturels. Les filtres culturels sont des données inscrites dans notre subconscient. Dans mes indications relatives au jeu des comédiens à tenir dans le 3e acte de ma pièce intitulée La ligne zéro, je fais allusion à un subvertissement des valeurs susceptible de promouvoir une perception du réel à l'état natif, brut et dépossédé de tout filtre culturel. Dans les années 60-70, la révolution psychédélique, par l'usage non sans danger de substances hallucinogènes, permit néanmoins une exploration profonde de la conscience, ainsi que l'émergence d'un rapport chamanique avec la nature et l'univers. Les filtres culturels sont les codes et les concepts de notre conscience acquis par notre culture et notre éducation, et ils régissent notre faculté à lire, à interpréter et évaluer le réel. Or, dans le contexte lié aux expériences psychédéliques, ces filtres sont désactivés et n'ont donc plus cours, d'où le danger de ces pratiques. Tout individu non préparé et privé en un laps de temps très rapide de son cadre mental de référence risque d'éprouver lors de telles séances une vive réaction de panique en se trouvant ainsi confronté au grand vide du réel où fusionnent des forces et des énergies à l'état brut. Car l'essence première du réel est le vide, et pour en être persuadé d'une façon plus concrète, il faudrait par exemple entreprendre un voyage au long cours dans l'espace, assorti d'une panne de communication avec la Terre, fût-elle de courte durée. Face à ce vide incommensurable, la petitesse de l'humain, ce n'est point péjoratif, a motivé ce dernier à établir des codes de communication, lesquels ont façonné différentes cultures. Cette diversité culturelle, au cours du temps, s'est concrétisée en tant que moteur de progrès, de prise de conscience, de courants artistiques, d'évolution des sciences et des techniques, enfin de tout ce que je qualifierais de réalisation et de fierté pleinement légitime et positive eu égard au genre humain. Le grand vide du réel pourrait paraître largement assumé, toute crainte enfin surmontée en référence à la prodigalité d'un tel cheminement, si toutefois ne demeurait en suspens cette question sans réponse: quelle entité a bien pu créer le monde et ce que nous sommes ? Tous les filtres culturels rendant compte de cette inéluctable carence, les humains ressentirent la nécessité de donner un nom à ce vide au-delà du vide, là où les chamans de la terre entière et depuis l'aube de l'humanité mettaient l'accent sur un rapport avec la nature et l'univers. Les chamans s'accordaient à penser que le tout et le rien font l'objet d'un effet miroir, que nous sommes d'une certaine manière ce miroir. En conséquence, nous aurions vocation à refléter et donc percevoir, mais nullement à appréhender les tenants et les aboutissants d'un tel paradoxe. Les esprits avec lesquels s'entretiennent les chamans sont les mouvements entre ce tout et ce rien qu'ils perçoivent lors d'états de conscience modifiés, dont la nature est purement prémonitoire, mais en aucun cas révélatrice. La révolution psychédélique a suscité un renouveau de cette forme de pensée au sein des sociétés modernes et industrialisées. Il va de soi que le concept chamanique ne pouvait satisfaire la majorité des humains, les filtres culturels n'apportant, circonstance aggravante, aucun élément tangible pouvant éclairer de telles questions sans réponse d'une manière palpable. La spiritualité et la pensée chamanique furent ardemment combattues, marginalisées, voire réprimées, tel que je le présente dans mon essai intitulé « Chamanisme, spiritualité et modernité ».
Il fallut donc ajuster artificiellement et sur un mode aléatoire les composantes des filtres culturels afin de pallier à ce malaise déstabilisant aux yeux du commun des mortels. Pour compenser ce haut vertige, on se raccrocha donc au matérialisme, mais cela ne suffit point encore, car il fallait trouver un pendant légitime à celui-ci, à savoir l'auréolé d'une formulation spirituelle. C'est ainsi qu'apparut la notion de Dieu, pareille à un radeau extirpé de la nuit des temps, et devant dès lors figurer comme la valeur absolue d'une butée au-delà de laquelle il est vain de s'acharner, à laquelle encore toutes les pensées de l'humanité doivent sans condition préalable se rallier afin de taire cette terrible et intolérable vérité que l'humain n'est rien d'autre que le miroir du tout et du rien, une poussière infime dans l'infini, une étincelle dans le vide. Dieu, ce vocable me paraît proche d'une onomatopée et me rappelle le temps où, petit enfant privé de langage, je disais « arreux » face à un fait qui échappait à mon analyse. Pour construire ce monde et faire prévaloir les valeurs matérialistes indispensables à nos sociétés, il était clair que l'échelle des valeurs du bonheur des uns et des autres nécessitait que toute question impliquât une réponse, que toute chose connue ou inconnue s'intégrât à un cadre formel, qu'une hiérarchie fût mise en place afin d'évaluer, calculer, définir les quotas de bonheur à répartir entre les humains. Sur le plan de la spiritualité, il était évident que le chamanisme ne s'accordait pas avec de tels idéaux de croissance et de consommation opposés à la nature humaine. On fit donc appel à Dieu qui prit des mesures. Et c'est ainsi que tous les chemins spirituels dignes de respect qu'empruntèrent en toute liberté les humains au sein de leur propre culture furent marqués du sceau des lingettes sociales hygiéniques, avec notamment la morale mise au service des religions. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'être athée tel que je le revendique pour prendre conscience des odieuses manipulations que commirent certains représentants des religions au nom de ces dernières. A contrario, les chamans, libres et indépendants, mettaient leur spiritualité et leur science au service de l'harmonie et de la communication avec leur environnement. Morale et religion furent de tout temps les piliers idéologiques des relations sociales. Culpabilité et crainte de l'irrationnel trouvaient un réconfort au sein des masses en échange de soumission. En frappant d'interdits, les désirs les plus profonds et les aspirations les plus pertinentes se voyait ainsi pérenniser l'incontournable formatage prônant l'existence d'un bonheur unique et cadré en ses limites, subordonné aux exigences matérielles de croissance et de productivité. La faute originelle n'incombe point à cette supercherie relatant la désobéissance d'une certaine Ève et d'un certain Adam, d'une part parce qu'ils n'étaient tenus d'obéir à personne, et d'autre part parce qu'ils ont eu raison de croquer cette fameuse pomme et d'en tirer du plaisir. Le plaisir est pour l'humain le moteur essentiel de motivation dans l'échelle de son évolution. La faute originelle, s'il en est une, tient à deux principes qui sont les suivants. Le premier principe réside dans la faiblesse et la peur que l'humain, depuis son apparition, a éprouvé envers tout ce qui relève de l'irrationnel, à savoir quelle réponse précise pourrait bien être formulée aux questions inhérentes à ses origines, sa mort et son hypothétique au-delà. Or, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. J'ai exposé précédemment les raisons relatives à ce point précis. Ainsi apparut chez l'homme très tôt une réelle psychose, un dérèglement de sa nature le conduisant à ériger des chimères. Le deuxième principe découle du précédent avec le développement puis la contamination, dirais-je, par cette chimère complémentaire, faisant entrevoir l'idée d'une vie éternelle dont l'accès, bien évidemment, serait subordonné au déni de toute remise en question d'ordre critique, ainsi qu'au contrôle et à la normalisation des accès au plaisir et aux libertés. Au final, les relations sociales instrumentalisent cette machine de guerre redoutable, articulée par un système de concurrence entre les individus et une humanité composée de dominants et de dominés, de consommateurs compulsifs pour les uns, frustrés pour les autres. De nos jours, dans les sociétés occidentales, la prétendue laïcité n'est point parvenue à remettre en question un tel fonctionnement. Les séquelles sont pareilles à des plaies vives et ouvertes. La forme a évolué, mais le fond des relations sociales demeure inchangé. Il y est toujours question d'assujettissement,
à une forme de pensée unique sur fond de morale et de normalisation du comportement. Les dénominations ont été astucieusement déplacées et, pour citer un exemple, on a remplacé l'interdiction du blasphème par la dictature du politiquement correct. Notons, en passant, que le racisme, en sa forme instinctive, trouve sa source dans le traitement des informations que distillent les filtres culturels. Il convient donc de les réajuster, c'est-à-dire d'accueillir avec circonspection toutes sortes de messages dont l'essence au cours du temps a été altérée par maintes manipulations. À partir de là, il est question de l'endoctrinement qui constitue une donnée inhérente aux filtres culturels et dont relève encore bon nombre de discriminations telles que l'homophobie pour citer un exemple. Un coup de chiffon sur l'écran poussiéreux des filtres culturels suffit afin de se rendre compte de toutes ces supercheries contraires à la nature humaine. J'oppose à la notion de bonheur celle de bien-être, lequel concept met en avant l'humilité requise pour vivre en harmonie avec la nature et nos semblables. Le bonheur revient à fermer les yeux à toute remise en question ou évolution, là où la quête du bien-être nous sollicite à les ouvrir, communiquer, nous cultiver et nous tenir à l'affût de toutes les opportunités du jour et de ceux à venir au cours de notre éphémère passage sur la terre. En fait, il suffit de prendre des distances avec votre environnement, de vous retirer en un lieu isolé, éloigné de toute influence, sans contact avec votre quotidien, pour en apprendre bien davantage encore et progresser sur la voie qui mène à l'émancipation des relations sociales et à la promotion des relations humaines. Cette démarche ne peut être que salutaire car en opposition absolue dans la lettre et dans l'esprit avec l'essence schizophrénique et aliénante propre aux relations sociales. Êtes-vous prêt pour ce vrai voyage ? Êtes-vous prêt à vous déposséder un temps de vos filtres culturels, à ouvrir les yeux et à faire face au grand vide du réel ? Les grandes stars, idoles et autres célébrités des sphères politicardes et financières figurent au sein des relations sociales comme des régulateurs d'humeur et de réaction des masses. Promouvoir en tant que célébrité de fortunés joueurs de football ou bien des stars interprétant des chansons aux antipodes de toute forme de culture réelle, critique ou bien d'éveil, voilà l'idéal pour faire avaler la pilule d'un quotidien basique, répétitif et sans surprise. En effet, l'adhésion des masses à de telles références occulte efficacement le libre arbitre en termes de choix culturels. Mieux encore, quand ces références suscitent l'admiration du plus grand nombre, ces dernières se voient hissées telles des étendards symbolisant des modes de vie supposés parfaits, voire idéaux. Il va de soi que la dite perfection cumule tous les fondamentaux des relations sociales, richesse dilapidée sur l'autel de la consommation et de la concurrence, avec en arrière-plan une forte charge de morale, laquelle est portée par un jeu subtil et paradoxal. En effet, la vie dissolue de telle star, les procès et les intrigues qu'elle pourra endurer constituent les meilleurs atouts pour son business d'une part. D'autre part, on fera entendre ainsi aux masses que ce qui est chèrement payé par cette célébrité, et de ce fait toléré, ne saurait l'être pour le commun des mortels. Au final, il n'y aurait que les stars ou par extension les grandes célébrités, que ces dernières appartiennent au monde du spectacle, ou bien à celui du sport, à la sphère du monde politique, ou bien à celle de la finance, qui auraient droit à cette pleine liberté et aux ivresses les plus folles qui font fantasmer le commun des mortels. Dans tous les cas, le positionnement n'est jamais confortable et le chemin de tous les humains s'avère instable et marqué de mal-être. De grandes stars s'autodétruisent, isolés sur leur schizophrénique piédestal, tandis que de nombreux anonymes des masses sombrent dans la dépression. Les politiciens, de leur côté, font la sourde oreille, tandis que les financiers passent des nuits blanches à attendre que paraisse la mise à jour des cotations de la bourse. En référence à la métaphore de la lingette sociale hygiénique, le processus délétère œuvre pleinement. Les individus vivent désunis au sein d'une sphère paranoïde nourrie de névroses, de frustration, d'abus de pouvoir, de passe-droit, de complot, de compromission, de soumission, d'envie, de désespoir, de jalousie, enfin de tous les états d'âme et de faits
pourvoyant à l'effervescence toxique et nullissime de notre monde sur le plan humain. Arrivé à ce stade de décomposition mentale et d'insanité caractérisée, il semble bien compromis de compter sur l'émergence d'une conscience lucide et d'un recul fondé sur une analyse critique. Cependant, en référence à mon exposé sur les filtres culturels, force est de constater qu'il ne tient qu'à nous tous de dépoussiérer ces derniers afin d'entrevoir d'autres perspectives. Il ne tient qu'à nous autres de boycotter la manne financière et idéologique qui perpétue ce système à condition de s'engager individuellement en ce sens. Car, je le rappelle, toute transgression positive émane de l'individu et non des masses. Il ne tient qu'à nous, en vaquant à d'autres occupations, de ne pas prêter attention aux vains discours stériles et mensongers, de taire une chansonnette sans queue ni tête et sans saveur, de ne pas subventionner tel match médiatique ou tel concert sur fond de publicité outrageuse. Une abolition poussée des filtres culturels ne fera jamais que révéler à quel point ce monde particulier de célébrités relève d'un jeu caricatural au point de mourir de rire ou de pleurer de désolation. Les comportements de certaines grandes stars de la télévision ou de certains champions du ballon affichent un ridicule qui défie toute forme de crédibilité et de bon sens. Les postures des politiciens ou des financiers lors de leurs débats ou de leurs affrontements pourraient constituer la matière première de mémorables cartoons acerbes et surréalistes. L'inculture, l'imposture, la platitude et bien d'autres avatars sont le fait peu glorieux de nombre de célébrités, tous styles et genres confondus, avec leur gamme de nuances si caractéristiques et leurs agissements, quand tout cela ne déborde pas sur le règlement de compte ou le crime. Une bâtardise bien bon marché, bien cher payée. Une prise de position résultant d'une telle vision des choses requiert successivement et en bonne intelligence un choix de vie personnelle et inerte aux influences et aux pressions, une somme de transgressions au niveau de la conscience visant à briser les tabous comme autant de handicaps à vaincre, une grande capacité à surmonter les solitudes transitoires, une redéfinition des valeurs et enfin une attitude et un comportement visant au quotidien à promouvoir un tel itinéraire en dépit des désaccords, des jugements et des conflits qui inévitablement se présenteront. Un tel remaniement des filtres culturels appelle en conséquence à recontextualiser la culture dans sa définition, sa fonction et son authenticité. La culture, sur le principe, va de pair avec la connaissance, laquelle découle en tout premier lieu de l'analyse objective de tous les faits qui se rapportent à l'humain, ainsi que de tous les centres d'intérêt de celui-ci. Les desseins de la culture sont multiples, et ils impactent le portage des connaissances, leur partage, ceci afin d'enrichir l'esprit et de le doter d'une vue rationnelle et critique du monde. La vocation de la culture se positionne dans l'ordre d'une mémoire collective assimilable à une arche porteuse de toutes les données nécessaires à la transmission du savoir. Ce cumul est une articulation essentielle du moteur de l'évolution du genre humain en tous les domaines clés, depuis la recherche scientifique jusqu'à la création artistique, en passant par la mémoire et bien d'autres matières encore. Le support de la communication de la culture, le plus palpable est l'écriture, dont la diversité en termes de forme et de langage pérennise la somme des connaissances en les répertoriant au registre de la mémoire. Définir l'authenticité de la culture revient à prendre en compte tous les corps de métier qui, par un travail donné, contribuent à une réalisation propre à une civilisation, à une forme ou un courant de pensée, à un événement particulier, à une émotion, etc. Il peut s'agir d'un poème, d'une composition musicale, d'une thèse, d'un essai, d'une sculpture, d'une peinture, d'une réalisation architecturale, peu importe, à partir du moment où toute émanation en ce domaine est le reflet direct ou indirect, objectif ou détourné, pragmatique ou décalé, d'un concept extrait d'une donnée inhérente à la nature réelle du monde. En conséquence, l'authenticité dont il est question est totalement dissociée de toute emprise commerciale et relève d'une pratique ou d'un travail indépendamment de toute autre considération. La culture nous instruit et ce faisant nous libère. Elle développe notre curiosité et nos sens, éveille nos passions et nos désirs et en conséquence nous élève à notre juste hauteur,
bien au-delà des vicissitudes et du vase clos des relations sociales. Par leur vocation à restreindre l'exercice du libre arbitre et à capter les énergies afin de satisfaire des enjeux exclusivement matérialistes, les relations sociales s'avèrent être le corollaire de l'inculture, une inculture savamment étudiée toutefois, car requise en tant que stratégie de normalisation des individus au sein des masses. Il convient donc de définir encore ce qui relève de l'inculture. Être cultivé ne revient pas nécessairement à posséder une somme exhaustive de connaissances, mais plutôt à dégager de chaque connaissance acquise un champ d'enrichissement personnel destiné à développer une vision élaborée et critique d'un fait donné. Il s'agit donc de la mise en œuvre de toutes ces qualités et compétences qui constituent les lettres de noblesse de l'humain, faire des choix pertinents, avoir du goût, exercer les facultés propres à l'analyse, argumenter, se référer à des concepts, se divertir tout en s'instruisant, s'ouvrir précisément à la diversité des cultures, développer sa propre sensibilité, créer tout cela afin d'entretenir des échanges fructueux avec nos semblables et satisfaisants autant pour autrui que pour soi-même. En définitive, se mettre au sens de la culture revient à travailler par plaisir en sollicitant une large gamme d'émotions humaines, du plus intense des sérieux jusqu'à l'humour le plus ciselé. Je définirais donc l'inculture comme étant le ciment des relations sociales. Travailler par nécessité, vaquer à toutes ces servitudes qui sont le lot quotidien de tout un chacun ne requiert nul positionnement redevable d'une culture donnée. En revanche, il est établi que nulle tâche n'est sotte, que chaque chose a sa place et son utilité. C'est en conséquence le but à atteindre qui est en cause, à savoir la productivité dans son contexte concurrentiel. Or, il s'avère contraire par essence à une hypothétique égalité entre les individus, occulte les repères humains et rompt l'harmonie indispensable à l'équilibre d'une véritable société digne de ce nom. Les convenances, l'inintérêt et la banalité des échanges dans la vie quotidienne, le contournement systématique de toute forme de véracité objective, les analyses synthétiques réduites à peau de chagrin, les non-dits, les prétextes sans fondement, les conclusions sans appel, enfin, toute cette bouillie indigeste et nauséabonde est le ferment même des régressions, pour ne pas dire de l'amputation pure et simple, des facultés intellectuelles. Humiliantes parfois, souvent infantilisantes, les relations sociales conditionnent l'humain tel un produit manufacturé. Ce dernier, en l'occurrence, pourra se voir conforté par l'attribution d'un label, d'une image de marque, dès lors qu'il se situera en une position hiérarchique. En ce qui concerne la majorité des individus non labellisés, ils feront office de clones, anonymes noyés dans la masse, assujettis à des comportements robotiques et subordonnés aux injonctions des instances labellisées. Il me vient à l'esprit cette image tirée de mon quotidien et qui illustre bien mon propos. Aux carrefours urbains, on peut observer les masses piétonnes agglutinées sur les trottoirs, immobiles, attendant le passage au vert du feu qui leur est dédié, afin de traverser et de rejoindre l'autre bord de la chaussée. Or donc, quand bien même la situation est calme et qu'aucun véhicule ne se profile à l'horizon, la masse demeure immobile, le regard fixe, en attente du passage du feu au vert. Personne ne traverse, hormis quelques dissidents. Je suis prêt à parier que ces derniers sont bien davantage cultivés, lequel potentiel de culture leur aura permis de préserver intacte leur objectivité et leur capacité d'analyse et de réaction. Ils traversent, certes, mais toutes leurs facultés sont en éveil, car il s'agit d'une démarche individuelle. Ainsi, leur raisonnement critique les conduit à réaliser cette traversée en toute sécurité. Quant aux autres, majoritaires et incultes à mon humble avis, car peu enclins à faire travailler leurs neurones, le fait de traverser lors du passage du feu au vert ne signifie nullement qu'ils ne sont pas en danger, bien au contraire, car ils s'associent à un mouvement de masse. En conséquence, leur vigilance, forme d'analyse critique en quelque sorte, est abolie, et il ne leur sera pas possible de réagir à un imprévu. En conclusion, un individu cultivé et dont les sens sont tenus en éveil par la pratique et de raisonnement critique aura peu de chances de se faire écraser, là où de nombreux accidentés seront à dénombrer au sein de la masse robotisée.
Et tout cela en dépit des enseignements sécuritaires prodigués par les autorités labellisées qui ont été commanditées afin d'ériger une lingette sociale entre l'action et le libre arbitre, la réflexion et la décision, l'individu et son autonomie. À travers cette précédente métaphore, plutôt que de définir la culture qui est assujettie à des choix personnels, il me paraît préférable de mettre l'accent sur son potentiel en termes d'émancipation et d'éveil. La culture, en effet, n'est point redevable de quelques cloisonnements. Elle demeure l'atout le plus noble, l'outil le plus fiable dans l'échelle des valeurs humaines, et se porte à elle seule garante et témoin de notre évolution, de notre épanouissement et de nos libertés. Force est de constater qu'en cette période de crise que traverse l'humanité à l'heure où j'écris ces lignes, de grandes réformes sont entreprises afin de porter atteinte à la culture authentique. L'ordre du jour des dirigeants est donc de renforcer ce fameux réseau de lingettes que sont les relations sociales afin de maintenir en bon état de marche les rouages devenus chaotiques d'une société aux fondations bien érodées. On envisage de supprimer en conséquence au cœur des programmes d'enseignement autant de matières nobles et précieuses qui avaient pour vertu de développer l'esprit critique et le savoir. On étouffe ou réprime tout mouvement, toute opinion s'élevant contre ce. En revanche, la culture dite commerciale, autrement dit l'inculture hissée au rang de la notoriété, fait recette plus que jamais avec à sa cime toutes les célébrités de la télé-réalité et des sports de masse, suivies de tous ces vendeurs de soupe, tels que ces complotistes, prétendant par exemple que l'on n'a jamais marché sur la Lune, ces sectes dissimulées derrière de prétendus motifs politiques, ceux qui ont cassé la croûte avec des extraterrestres, ceux qui connaissent la recette de l'égalité, ces adeptes du développement durable qui roulent en jeep sur les sentiers forestiers en polluant ces derniers, ces sponsors qui arborent un sourire béat et oscillent entre l'humanitaire et l'évasion fiscale, enfin la liste de ces nombreux avatars serait bien trop exhaustive à dresser. Alors une bonne fois pour toutes, en voulez-vous toujours et encore de cette culture ? Dans ce contexte d'usurpation aussi manifeste de la culture, on peut comprendre aisément pourquoi la culture authentique, quand elle n'est pas officielle, en est arrivée à se définir et à se démarquer sous la dénomination de contre-culture. Comme je l'ai précédemment mentionné eu égard à la notion de transgression positive, il ne tient qu'à nous et par une démarche personnelle de boycotter le financement de cette culture commerciale ainsi que l'audience des discours proférés par les supporters de ces systèmes. C'est une question de choix, ni plus ni moins. Un monde immonde, peu à peu se pâme des affres qu'il a lui-même enfantés par son conformisme, sa cupidité, son aveuglement et sa redoutable stupidité. Il ne lui sera bientôt plus possible de recenser ses victimes, que ce soit en genre ou en nombre. À partir de là, l'espoir faisant vivre, on peut croiser les doigts et se dire qu'un jour ou l'autre, un grain de sable provoquera l'enrayement de cette machine à enfanter l'ignorance et les guerres. Travail, famille et environnement sont autant de lieux communs où la pratique des transgressions positives relève d'une priorité. J'entends par environnement tous les interlocuteurs qui jalonnent notre parcours quotidien, voisins, professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, groupes d'individus ou individus isolés de toute appartenance et en toutes circonstances. Le monde du travail s'avère bien évidemment le plus présent et le plus pesant auquel nous devons faire face, excepté pour les chômeurs bien entendu. Il constitue le nerf de la guerre pour l'économie d'une nation. La concurrence et la productivité étant les piliers du fonctionnement des entreprises, les relations sociales sont scrupuleusement pratiquées dans le monde du travail et appliquées avec la plus grande des rigueurs. Toute idée ou proposition visant à collaborer à la bonne marche d'une entreprise doit être soumise puis analysée, ce qui est tout à fait légitime. Sur la base d'un investissement réel, on pourrait s'attendre à un retour positif, encourageant et à une mise en œuvre dans les meilleurs délais. Hélas, les choses ne se passent pas ainsi et en voici les raisons. La première de ces raisons provient de l'influence et des habilitations relatives à votre rang dans cette pyramide qui régit l'organisation du travail. En conséquence, entre deux propositions formulées par deux individus d'un rang différent,
celle émise par le rang supérieur retiendra davantage l'attention, non pas que les autorités mandatées pour trancher l'éligibilité du projet soient convaincues que ce dernier affiche des champs de compétences plus pertinents, mais plus simplement en rapport au rang de l'émetteur du projet ou de l'idée. Même incompétent, car cela arrive plus souvent qu'on ne pourrait le penser, l'individu du rang supérieur a toutes les chances de l'emporter, car se faire doubler par le rang inférieur comporte une connotation non conforme au politiquement correct des relations sociales. Dans un tel cas, un long travail vous attend si vous appartenez au rang inférieur et que vous souhaitez placer votre projet, car la transgression que vous devrez effectuer sera subtile et risquée. Il vous faudra en l'occurrence soumettre votre projet par une voie non officielle à un rang supérieur à celui auquel appartiennent les décideurs et user d'une diplomatie de haut niveau afin de ne froisser aucune susceptibilité. Bien souvent, les lingettes relatives aux convenances de ce type constituent autant de freins à l'évolution positive, car elles sont un facteur de démotivation pour beaucoup de talents. La deuxième de ces raisons relatives à mon propos relève du comportemental. Le jugement comportemental est, d'entre toutes les lingettes, le poison le plus perfide dans la panoplie des relations sociales. En d'autres termes, l'anticonformisme, qui aux yeux des esprits éveillés et cultivés est moteur de progrès, d'évolution, de remise en question et de modernité, constitue un lourd handicap dans la sphère des relations sociales. Et pourtant, force est de constater que de nombreuses figures historiques, comme par exemple Albert Einstein, par leurs influences et leur anticonformisme avérés, ont permis à nos sociétés de progresser à pas de géant. Dans le cas de ce grand savant cité en référence, le rang dans l'échelle sociale aura permis de vaincre cet handicap. La sclérose inhérente aux relations sociales est responsable du rejet de nombreux projets ou réalisations talentueux. La dictature du comportemental et du politiquement correct ne s'arrête pas là, car elle va jusqu'à modeler la personnalité d'un individu afin que ce dernier perde ses repères. En d'autres termes, la personnalité de l'individu n'est pas un critère fondateur dans le registre d'appréciation des aptitudes. Ne pas avoir de personnalité, c'est-à-dire jouer un rôle mensongère car contraire à cette composante fondamentale de l'humain, est la figure de style requise au nom d'un hypothétique intérêt général. Ce jeu de rôle contraint et forcé engendre de graves dérives. Parmi ces dernières, je retiendrai plus particulièrement la délation. Le déséquilibre induit par les perversions que génèrent les relations sociales conduit à une forme de paranoïa collective. L'impossibilité de se mettre en valeur par les simples ressources relevant du fait spontané et personnel peut pousser un individu déstabilisé à rapporter des faits commis par un tiers, voire des calomnies à une instance de rang supérieur, laquelle, dans la foulée, se sentira prise au piège car ne pouvant elle aussi réagir en adoptant la latitude qui résulterait en d'autres lieux de l'exercice personnel de son intellect et du recul critique qui en découle. Le supposé coupable n'aura guère d'alternative car il se verra cité comme auteur des faits. On lui dira qu'il aurait dû anticiper le malaise, le contourner ou l'éviter. Un sentiment de confusion régnera de part et d'autre, eu égard au caractère malsain de la situation. Au final, ce qui lui sera reproché résidera dans le fait de ne pas avoir tenu, à un moment donné, son rôle mensonger. Il sera donc devenu, en l'espace de quelques minutes, un perturbateur, car tout débat dans le contexte des relations sociales nécessite impérativement d'être tranché rapidement, avec à la clé un verdict synthétique, comme il se doit toujours, assorti d'un énoncé des plus minimalistes et de toute manière impersonnel et générique dans l'ordre de ses références. En somme, dans la sphère schizophrénique des relations sociales, celui qui tire le premier est le gagnant et la véracité des faits passe à la trappe. Le préjudice peut être lourd à l'égard du perdant qui regrettera sa franchise, sa droiture et son honnêteté. Et tout ceci d'autant plus s'il n'était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés. Notons par ailleurs que dans la mesure où il l'aurait été, les faits concernés tiennent à des détails infimes allant de la mauvaise interprétation d'une de ses remarques jusqu'au caca nerveux d'un individu qui se sera levé du mauvais pied. La délation constitue un outil de choix pour tous les carriéristes sans scrupules ou bien alors incompétents. Les uns et les autres auront le soin de s'approprier des témoins à chaque action engagée, d'avoir des entrées favorables auprès de nombreuses entités, car le résultat sera d'autant plus prometteur si ces dernières sont opposées idéologiquement
et stratégiquement. Il en résultera de ce fait la pratique d'une forme de diplomatie à fonds multiples, permettant de rebondir à tout instant, de faire face et de contourner tout obstacle dans l'ascension de la cime convoitée. La délation constitue encore la meilleure arme pour abattre et éliminer d'un chemin donné tout individu jugé indésirable, et c'est de cette manière, procédant généralement du harcèlement, que nombre de non-conformistes se voient mis au placard ou licenciés. Pour certains d'entre eux, cela peut aboutir au suicide. En conséquence, la délation constitue la forme suprême du champ d'action des relations sociales. Elle est la mère de toutes les corruptions. En ce début du XXIe siècle, certaines entreprises, encore et à ce jour peu nombreuses, ont fait un pas en avant dans le sens d'une prise de conscience relative aux effets et aux conséquences lamentables de tels états de fait. L'investissement de nombreux acteurs spontanés ou spécialisés a abouti à une prise en compte du facteur humain au sein de l'organisation du travail. Force est de constater que de telles avancées sont le fruit de multiples transgressions des relations sociales opérées par des individus isolés au cours des précédentes décennies et qui, au terme d'un long et chaotique cheminement, ont pris corps et âme au sein de divers groupes. Cette remise en question s'apparente à deux impératifs principaux. D'une part, elle s'appuie sur une analyse des coûts engendrés par le mal-être au cœur du travail, tels que pathologies variées et accidents divers. D'autre part, elle suscite une remise en question de la fiabilité en termes de confiance dans tous les domaines. À l'heure où les techniques évoluent rapidement et où la complexité sur tous les plans figure plus que jamais à l'ordre du jour, il s'avère impératif de prendre en compte certaines situations d'isolement ou de conflits psychologiques des individus, lesquels pourraient bien à terme se solder par d'irrémédiables dysfonctionnements, voire des catastrophes avérées. Voici qu'en ces jours de crise multiples et généralisées que nous vivons tous, se pressent d'une manière diffuse la nécessité d'un rapprochement, d'une percée de relations humaines, laquelle constitue un contre-pouvoir des relations sociales dont les nuisances jusqu'alors confinées à la sphère close du non-dit s'énoncent peu à peu dans la clairvoyance de certains débats à ciel ouvert suivis d'actions concrètes. Il convient donc de situer et de promouvoir toute forme de transgression positive et individuelle dans le cadre de cette opportunité et de progresser encore dans l'axe de cette voie saine, moderne et ouverte à l'anticonformisme. Les anticonformistes, avant d'être carriéristes, sont motivés par l'aspect humain du relationnel. Aussi savent-ils conjuguer la rigueur dans le travail et l'humour comme moteur essentiel de motivation. Ils sont innovants à tout instant et par surcroît cultivés, ce qui leur confère un large champ d'esprit, d'analyse et de recul critique dans tous les domaines. Ils constituent objectivement une avant-garde investie dans la voie d'un avenir durable de l'humanité. Une telle avant-garde, en tout état de cause, ne devrait plus jamais avoir à comparaître devant un tribunal populaire, improvisé, aux ascendants staliniens, ni même encore ne devrait-elle se voir assignée à un placard hermétique aménagé aux plus hautes sphères. On pourrait penser que le cancer des relations sociales n'affecte que la vie active, or il n'en est rien. Ces métastases sont présentes dans la vie familiale et dans tous les rapports avec autrui. Au départ, un couple se constitue basé sur une relation amoureuse, une relation par définition essentiellement humaine. J'entends dire que par la suite les habitudes viennent à ternir cette union. Mais d'où provient réellement cette routine ? Pour ma part, ce ne sont pas tellement les habitudes qu'il convient de mettre sur la sellette, car certaines d'entre elles, savamment dosées, s'avèrent parfois bénéfiques dans la mesure où elles sont diversifiées. C'est toute la charge instituée par les relations sociales visant à la mise aux normes des comportements de ce couple qu'il faut mettre en cause dans la mesure où celui-ci se fragilise. Car il est impératif de présenter une image favorable de cette union aux proches et au voisinage afin d'être intégré à ce grand édifice que sont nos sociétés. La tenue doit être correcte, le verbe égal, ni trop haut ni trop fort, et les manières bien apprêtées si nos tourtereaux veulent être reconnus comme un monsieur et une dame et obtenir un emploi. Dans le cas contraire, on ne manquera pas de parler d'eux, la tentation sera dès lors ouverte aux calomnies, fruit pourri des névroses environnementales et que surenchérit la culture ambiante, dissimulée, à l'affût, derrière de nombreuses portes, ou alors dans la rue, au supermarché, partout. Dans la plupart des cas,
On préférera jouer le jeu et opter pour une forme de tranquillité consensuelle et parfaitement ennuyeuse. C'est ainsi que les tout premiers jours de ce bel amour courent le risque de devenir un vieux souvenir, car ce rôle d'une part contraint et forcé destiné à maintenir une convivialité mensongère avec l'environnement, et d'autre part incontournable dans le processus d'intégration, finira tôt ou tard par scléroser l'authenticité qui entretenait le feu sacré de cette union. L'amour est sauvage et insoumis avant d'être social, et vouloir le dompter revient à le tuer. Ils auront ensuite des enfants sur lesquels ils fonderont tous leurs espoirs et qui, tôt ou tard, seront à leur tour aseptisés et mis aux normes, car destinés à se voir un jour ou l'autre immatriculés et évalués en tant que maillon faible ou fort de cette grande machine vouée à la productivité et à la concurrence. Leurs parents seront les otages de ce système et il leur sera confié la mission de les initier de gré ou de force au canon des relations sociales. Leurs pères et mères seront désignés comme garants de cette morale qui impose la soumission sans condition à ce sacro-sainte démocratie qui prône par le discours le droit à la différence, la non-discrimination, mais qui, dans la pratique, creuse un fossé béant entre les individus en les divisant, ceci afin de s'assurer la mainmise de leurs dictats au service de la productivité et du profit. À vrai dire, c'est toute la poésie de la vie qui se meurt et avec elle son essence sacrée tant et tant que, pour de nombreuses familles, le travail et le domicile n'offrent plus guère de différence sur le plan du vécu en termes de ressenti. Les passions se meurent elles aussi, lamentablement, et avec elles toutefois tout espoir. Les enfants sont confinés devant leur tablette, les parents ne font plus l'amour, ou rarement. Car enfin, connaissez-vous une seule démocratie où le citoyen prenne part aux décisions relatives aux lois, aux programmes d'éducation, aux principaux axes d'organisation et qui permettrait aux individus de s'élever enfin au-dessus de cette condition de matricule, de garant de ces deux principes totalement ringards dont les normes et la morale directrice relèvent inchangées de préceptes périmés et datant de plusieurs siècles. Comment telle aristocratie, soutenue par une oligarchie sans scrupules et qui constitue le béton armé de nos démocraties, pourrait-elle encore prétendre à quelque nécessité ou logique dans la continuité de l'évolution de l'humanité? Les réponses sont claires, à l'état larvé et confiné à la clôture du non-dit. Cependant, la pression monte jour après jour et produit des effets collatéraux. Les guerres, les conflits et les crimes sont de plus en plus violents, car les pertes de repères et de confiance s'avèrent plus que jamais notoires. Les divorces, les suicides, les maladies psychosomatiques s'affichent à la hausse. Les transgressions positives et nécessaires afin de s'émanciper de tous ces systèmes pervers sont minces, d'autant plus qu'une forme confusionnelle d'inculture habilement entretenue et diffusée avec zèle conforte ces derniers en leurs assises. Il ne reste que la possibilité d'œuvrer à contre-courant, comme le font courageusement de nombreux acteurs de milieux associatifs, ou bien alors par des choix de culture et de vie relevant d'une démarche individuelle. Il convient enfin de redéfinir le civisme et de porter ce dernier à hauteur de sa signification et de sa raison d'être authentique. Dans le contexte propre aux relations sociales, on n'hésite guère à encourager la délation en la présentant comme une forme, comme un fondement du civisme. Or, ce concept noble ne saurait en aucune mesure se voir perverti par de telles pratiques. Bien au contraire, le civisme fait référence à une forme de courage au service de l'humain, et encore d'honnêteté envers nos semblables. Une telle valeur, si elle était pleinement partagée, porterait un coup décisif à l'intégrité des relations sociales et contribuerait à établir une communication saine et humaine entre tous. Nos libertés font bien trop l'objet d'un commerce en ce sens que les puissants de ce monde se les accordent et se les réservent au détriment de ceux majoritaires qui s'en voient restreints ou privés. Cette idée de marchandisation des libertés est opposée à toute forme d'équité et de civisme. En un monde où l'inculture favorise une culture dégénérée basée sur l'apparence, l'image et les modes au détriment des qualités réelles de l'individu,
Tout accès à une liberté dans un domaine donné se paye directement ou indirectement. Mettre en avant la question de la prostitution, par exemple, revient à masquer ce qui relève d'un schéma plus universel, à savoir celui de l'exploitation. Je précise ma pensée. Si certaines personnes se prostituent volontairement, en revanche, l'exploitation relative au travail précaire est encore bien plus grave et aliénante car incontournable et sans alternative. Le dictat des relations sociales peut être qualifié comme maître d'œuvre d'un système prostitutionnel à grande échelle, dans le sens où les rapports humains sont asservis aux rapports marchands. On omet encore de reconnaître que le mariage, dans de nombreux cas, constitue une forme de prostitution, laquelle, circonstance aggravante, se voit contractualisée. Certains détracteurs du patriarcat dans nos sociétés ne font que l'entretenir, comme pour citer un exemple, en témoignent par leurs agissements les féministes revanchardes et intégristes qui attisent la guerre des sexes. Les féministes pro-sexe que je cautionne plus volontiers offrent en revanche et davantage pour la libération, l'autonomie et l'épanouissement des femmes par leur démarche critique empreinte de modernité. La mise à l'index de toute forme de raisonnement ou de pensée critique, de toute manifestation de l'intellect, de toute émanation relevant d'une sensibilité humaine, œuvre de concert avec le champ d'action castrateur et réducteur qui est l'essence profonde des relations sociales. Ainsi, on traitera d'élitiste l'artiste qui produira une œuvre de qualité, c'est-à-dire sertie de sensibilité et de travail réel, de rebelle tout individu qui énoncera une vérité pertinente pouvant amener une remise en question en un domaine précis, etc. La formulation universelle instituée et dite de pensée positive sur tous les terrains de la société réside en une pression réductrice des facultés intellectuelles et critiques dont le seul objectif est de vous faire avaler la pilule amère des réalités maquillées par autant de simulacres auxquels vous devez adhérer et vous soumettre. En d'autres termes, ce à quoi vous aspirez et que vous qualifiez de bon sera peut-être jugé mauvais, alors que tout ce qui sera instinctivement mauvais sera parfois requalifié comme bon. Cette perversion s'étend à tous les domaines de la société. On repeint des façades pour dissimuler la misère ou l'ennui qui se terre derrière les murs. On nettoie les rues en gaspillant des tonnes d'eau. On déplace des campements précaires vers des lieux non visibles. Tout doit paraître beau et en ordre en dépit d'une réalité parfois consternante et dans beaucoup trop de cas inhumaine. À la fin du XXe siècle, nous vivions dans une société de droit à l'indifférence et par conséquent peu importait que telle chose ou telle autre fût vue. Nous vivons dès lors en une société de non-droit à la différence, maquillée derrière un simulacre destiné à persuader tout un chacun que nous sommes supposés vivre en une société de droit à la différence, lequel droit doit être tu, parqué, aménagé, limité, accrédité et surtout contrôlé. En conséquence, la liberté d'expression est un leurre, un concept détourné et récupéré en tant qu'outil de propagande. La dictature du politiquement correct se charge de censurer ou sanctionner toute pertinence incompatible avec l'idéologie que portent les relations sociales. Tout cet art réuni et relevant de la carence en termes d'objectivité et de maturité propre aux relations sociales étouffe les aspirations légitimes en termes de droit et surtout d'accès aux libertés. À partir de là, une minorité d'individus économiquement favorisés contourne avec aise tous les obstacles afin d'atteindre ces objectifs. La majorité, partiellement ou totalement démunie selon les catégories sociales, ne peut que contourner ces entraves d'une manière qui sera jugée soit subversive, soit illégale. Dans tous les cas, il y aura bien une marchandisation des libertés, que ce soit en part conquise de pouvoir pour les uns, ou bien par taxation ou amende pour les autres. L'impunité pour les uns, l'opprobre pour les autres. Bas les masques. C'est bel et bien ainsi que sont gérés et administrés nos libertés, nos droits et nos accès dans l'ordre établi du très politiquement correct de nos grandes et vertueuses démocraties. Il se pourrait bien que Platon et Aristote se retournent dans leur tombe s'ils découvraient l'état de nos sociétés en ce début de troisième millénaire. S'ils voyaient à quel point nos démocraties, par laxisme, inculture et au nom du profit, auront à terme perverti un tel concept. L'énoncé
Les hommes naissent libres et égaux en droit et floués dès la naissance et pour toute la vie durant. Si ce constat n'a rien d'un scoop, en revanche, il permet de trancher sur la portée ambivalente de nos démocraties, à savoir leur habileté à manipuler les préceptes afin de couvrir des actes diamétralement contraires à ces derniers, et ceci par le biais d'une culture de déni manifeste. Les relations sociales sont en conséquence de la plus petite à la plus grande échelle le reflet d'une part et la projection d'autre part de ce constat, lequel impacte tous les faits et gestes que nous accomplissons au quotidien dans les rapports avec nos sociétés. Pour conclure sur ce vaste chapitre relatif au champ d'action des transgressions, il faut garder à l'esprit le fait que tout système est voué, un jour ou l'autre, à son déclin. Rien n'échappe à cette loi naturelle, dictée par personne et que personne encore ne peut contrecarrer. Le déclin du vieux monde, basé sur ces relations dites sociales, est en cours, car voici qu'émergent les prémices de son incompatibilité à se tenir debout. Il se gangrène et se fissure sur un mode quelque peu apocalyptique. Sa crédibilité s'affiche à la baisse. La panique s'empare de ses cimes. La colère monte de ses bas-fonds. Il est sur le point d'accoucher de son auto-transgression. Nous ne pouvons que le laisser faire sans omettre de promouvoir nos transgressions positives, si petites soient-elles. Le monde à venir sera humain ou il ne sera pas. La grande marche à reculons. Depuis la nuit des temps, nous devons aux relations sociales l'inertie suprême qui court-circuite les échelles de l'évolution dans tous les domaines. La pensée critique procède de l'analyse, du recul et de toute la somme d'intuitions requis pour la recherche scientifique, pour la création artistique et plus généralement pour la bonne gestion de nos activités quotidiennes. Or, un consensus établi œuvre à contre-courant et nos sociétés marchent à reculons, et ceci d'une manière plus que jamais flagrante depuis le début du troisième millénaire. Satisfaire une minorité d'individus à un but de pouvoir ne peut se faire que par la promotion d'incompétence sur le plan humain, mais cependant habile en qualité de gestionnaire et de productivité de la misère. Ce consensus se base sur deux principes essentiels, le profit et la morale. En édictant des lois moralistes et liberticides, que ce soit au nom des bonnes mœurs ou de la sécurité, une minorité d'incultes, cependant pragmatiques, mais au sens le plus restreint de ce terme, s'autoproclame ainsi juge et arbitre des comportements de tout un chacun. La parole est censée être donnée à tous, mais seule celle qui émane de l'individu le plus rigoureusement conforme au moule idéologique des relations sociales sera entendue et adoptée dans la finalisation d'un projet de loi ou de société. Il est donc impératif pour toute entité de pouvoir de réduire autant que possible le potentiel critique de tout individu en restreignant son champ de connaissances en termes de culture ainsi que son libre arbitre. L'idéal pour toute forme de pouvoir serait donc de n'avoir à gérer que des matricules lobotomisés sans se soucier du reste. En conséquence, la maturité de nos civilisations n'est qu'un leurre travesti de paillettes et d'apparats mensongères. Un individu sera jugé mûr dans la mesure où il consentira à se soumettre en silence, où il acceptera son sort, et pour rebondir sur le premier chapitre de cet essai, où il sera persuadé d'avoir conquis une part de bonheur dont il devra se montrer qui plus est reconnaissant. Le bonheur, si tant est que ce mot ait un sens dans l'échelle de l'analyse critique, s'il en était un, serait de toute évidence obtenu par le fait d'accéder à un état adulte, affranchi des normes et par-dessus tout géré dans les pures règles du libre arbitre. Toute personne qui serait amenée à juger mes propos prétextant qu'ils sont idéalistes ou peu rationnels ne serait de toute évidence qu'un imbécile fini, voire pire. Sur ce point, il suffit de se livrer à un examen attentif et relatif à la régression notoire de notre environnement et de notre monde. En effet, les idéologies de pouvoir récoltent peu à peu ce qu'elles ont semé. Force est de constater que l'inculture et l'immaturité de nos sociétés, sur fond de crise économique, ont accouché d'un monde en perte de repères et rongé par des conflits particulièrement destructeurs. En l'absence de recul critique et de libre arbitre, bien des décisions sont prises en dépit du bon sens et de la logique.
Les préoccupations sont axées sur le court terme et, à contrario, on se gargarise éperdument de grandes théories fumeuses sur un hypothétique développement durable. Les corps de métier passent au second plan, les compétences sont dévoyées, la vision de la justice est affectée par la confusion, le savoir se dissipe, la raison se morcelle, c'est à vrai dire l'humain qui se meurt et nos civilisations qui sombrent. Et ce désastre tout à fait lamentable et honteux, nous le devons aux relations sociales qui le portent et l'entretiennent. Alors que la nature reprend parfois ses droits sur une terre dévastée, souhaitons que l'humain reprenne les siens afin de conjurer le sort qui pèse sur l'humanité et sur notre planète. Il me tarde personnellement que sonne l'heure du réveil salutaire. Comme l'écrivait Rimbaud dans le paragraphe final de Une saison en enfer, point de cantique, tenir le pas gagné. Sombre crétin. Anarchie. Noblesse du vocabulaire. Ce mot teinte tendrement au creux de mon oreille, il éveille mes rêves et éclaire ma volonté. Anarchie. Les actes épousent les concepts, et toute la vraie richesse est là, renouant avec cet ordre mystérieux et naturel qui préluda à la naissance de l'univers. Alors que cette force extraordinaire investit tes sens, à contre-courant cheminent les moutons de Panurge jusqu'à l'abattoir. Sombre crétin, ne voyez-vous pas ces têtes noires qui s'éloignent du troupeau? Ni Dieu ni maître, ni ordre moral, voilà qui me parle. Tu t'exprimes en marge des redites inutiles, et de ce conformisme de l'impuissance et du mensonge. Tu te bats contre les raisons établies. Sombre crétin, qui paradez depuis les cimes de l'opportunisme aveugle ou bien ergoté au bas-fond des névroses revanchardes, vous n'avez de votre vivant rien vu, rien entendu, rien réalisé. Guerrier des plus hautes solitudes, tu cherches à conquérir une liberté authentique, faite de surprises et d'élan humain, en une époque lointaine, indécise, et pourquoi pas frivole et libertine. En dépit de ton intelligence cloisonnée par un ordre bovin en termes d'organisation et de pensée, tu aimerais plus concrètement et dès aujourd'hui asséner de pertinents coups de tête aux usurpateurs de la raison assis au sommet de la pyramide des masses crétinisées. Sombre crétin qui prodiguez des leçons de morale, changez de trottoir et corrigez vos fautes de conduite et d'orthographe. Tu aimerais renvoyer à leur bac à sable empli de crottes de pigeons tous les disciples du politiquement correct et de la malbaise qui, dilapidant les richesses, sénilent avant l'heure et pire que des délinquants primaires, consomment comme des porcs, creusent le trou des finances publiques et de l'assurance maladie par leur gâchis ou leur cholestérol lié à leur mode ainsi qu'à leur hygiène de vie lamentable. Sombre crétin, marchez dans l'ombre et loin des regards éclairés. Ni Dieu ni maître, ni ordre moral, voilà qui me parle. Tu aimerais promouvoir l'égalité, l'amour libre et le droit de travailler sérieusement en un monde de savoir et de rire, de communication et d'échange, un monde sans esclaves, sans maître, un monde responsable. Sombre crétin, passez votre chemin. Anarchie, noblesse du vocabulaire, doux chant, souffle du vent, depuis la plus haute vague. Anarchie. Conclusion. Écrire vertement, et ce qu'une grande proportion d'individus pensent sans ne jamais oser l'exprimer, tel était un des objectifs majeurs de cet essai. Dans les situations extrêmes de l'histoire, il est impératif de remuer la merde, car cela évite de s'assoupir et de végéter au cœur d'une chienlit ambiante, avérée et subie par tout un chacun. D'une manière plus informelle, il était pour moi question de mettre en lumière ce qui relève d'une évidence dans l'ordre historique de l'évolution humaine, à savoir que nous nous situons sur la charnière d'un bouleversement total.
Une autre raison majeure qui aura motivé cet essai résulte du fait d'avoir eu à subir à certaines périodes de ma vie une proportion variable de crétins avérés. Ces derniers peuvent se diviser en deux catégories distinctes. La première de ces catégories impacte ce que je nommerais le crétin sans conséquence. C'est celui auquel on se heurte au quotidien, un peu partout et en toutes circonstances, qui excelle dans l'incivilité ou encore qui tient des raisonnements dont la teneur s'apparente au logorée des alcooliques chroniques. Dans ce cas, je me contente de passer mon chemin. La deuxième catégorie concerne les crétins dangereux. Le point commun aux crétins de première et de deuxième catégorie se situe dans le fait qu'ils ont toujours raison, quoi qu'il advienne. Plus ils sont incultes, plus ils sont bornés. La France, en l'occurrence, pourrait bien figurer en première position au palmarès des records en la matière. Le crétin dangereux est celui qui a autorité officiellement ou officieusement, quel que soit le domaine, le périmètre ou le lieu en lesquels il donne libre cours à sa perversité. Incompétent et inculte notoire, il s'investira pleinement dans toutes les actions de manipulation et de délation ayant pour finalité l'éviction pure et simple de tout élément qu'il jugera compromettant, autrement dit cultivé et doté d'un esprit critique. Ces crétins n'ont à leur disposition que la mesquinerie des relations sociales pour faire valoir leur autorité ou leur influence malsaine ou rétrograde. Beauf malbaisant ou mémère mal baisé, adepte du football ou de tout phénomène médiatique et de masse, grand consommateur de bière et d'alcool fort, névrosés endurcis, cette catégorie de crétins constitue un des fléaux parmi les plus redoutables au sein de nos sociétés. Il suffit de quelques crétins dangereux pour pourrir une ambiance saine à grande échelle. Et ceci que ce soit à celle d'un immeuble, d'un quartier entier, d'un lieu de travail, etc. On pouvait jusqu'alors les détecter à leur grande gueule si symptomatique de leur incontournable incivilité. Les évincer est une toute autre affaire, surtout dans la société française qui préconise d'une part une forme de laxisme en la matière et d'autre part une évaluation tout à fait aléatoire en ce qui concerne d'éventuelles sanctions à leur encontre. Une tolérance large pour le crétin dangereux et une tolérance zéro pour le citoyen honnête, voilà qui résume le contexte en référence à ce point précis. En clair, on aimerait pouvoir se défendre, voire foutre sur la gueule d'un crétin dangereux si l'urgence l'impose, mais ce n'est pas possible pour les raisons exposées précédemment. En conséquence, le crétin dangereux opère avec une large latitude quand il n'est pas soutenu. Quoi de plus étonnant, eu égard à l'inculture ambiante et croissante qui incite les masses à porter au nu de tels individus dès lors qu'ils détiennent une renommée, affichent une réputation ou constituent une référence. C'est ainsi que les masses aveugles donnent le bâton pour mieux se faire battre, quand bien même des prises de conscience en ce domaine tendent peu à peu à bouleverser la donne à ce niveau. Le crétin dangereux est un produit pur, raffiné, dirais-je, des relations sociales, là où le crétin sans conséquence ne demeure qu'un ersatz sur lequel le crétin dangereux peut compter en tant que soutien inconditionnel. Il me plaît aujourd'hui de conférer à cet essai une dédicace bien spécifique en la matière, eu égard à diverses brimades et à de notoires discriminations subies au cours de mon existence et dont les conséquences furent à bien des égards gravissimes. D'où en partie mon titre, soit « Sombre crétin ». Force est de constater que le crétin dangereux à grande gueule tend à s'essouffler et n'est plus perçu autant qu'il le fut naguère comme le maître d'œuvre invincible et absolu dans le champ d'application des relations sociales. Ainsi s'adapte-t-il, adoptant un profil plutôt silencieux et réservé. Le voici devenu démagogue et au service d'une cause honorable, cela va de soi. Par son absence de volonté en termes de communication, il entretient ainsi l'apparence d'une hypothétique intelligence. Son mutisme se porte garant de sa sécurité et de la pérennité de sa position. Voici venu le règne du tueur circonspect. Le grand art dans la sphère des relations sociales est de savoir intervertir le fond et la forme, ainsi que de subvertir, adapter l'un ou l'autre en fonction des circonstances. Le tueur à grande gueule fait de moins en moins recette. Qu'il crève. Nos sociétés sont à bout de souffle, et de tribulation en tribulation, elles démontrent leurs insuffisances ainsi que leurs impossibilités à perdurer sur des modes similaires à ceux qui les portent depuis toujours. Tous leurs fondements, qu'ils soient d'ordre moral, économique ou politique, seront un jour ou l'autre touchés par une non-recevabilité à toutes les échelles. C'est alors qu'il faudra faire appel à l'humain
et prendre en compte toute sa légitimité et son authenticité. Dans le cas contraire, toute forme de civilisation s'éteindra, entraînant le déclin de l'humanité et la fin de notre monde. Je ne peux que préconiser une communication franche, solidaire et sans tabou entre les individus, afin d'aboutir à l'émergence et à la promotion de toutes les aspirations confinées pour l'heure à la sphère du non-dit. L'affranchissement des normes est le maître d'œuvre de toute émancipation. À partir de là, beaucoup de choses deviennent possibles, y compris certaines auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Oser l'impossible revient à expérimenter les champs du possible. Telle est très certainement la première et la plus pure de toutes les raisons de vivre.